I'm hungover. That was a little bit of a weird fight last night. Agreed. Totally. Cool. You're so drunk and stoned that you thought we had sex? I think the important thing is that, we fought, we made up. Let's get something in your stomach. You're kind of freaking me out a little bit. What's going on? That's what I'm trying to figure out. No. This You know what? Sophie! Weird, like, Twilight Zone shit is going on. Next thing I know, you woke me up claiming that we had just had sex together, okay? Exactly. Crazy, just like me. Can you hear me tell? Go see for yourself, Sophie. Oh, Sophie. I was... Sorry, I'm a little sweaty.
Un homme regarde une assiette de bacon comme si elle venait de lui révéler un crime. Rien n'a bougé dans la pièce. La femme devant lui possède le visage de Sophie, sa voix, ses gestes familiers. Pourtant, un détail minuscule vient de fissurer toute la réalité. Sophie déteste qu'il fasse cuire du bacon à la maison. Alors qui se tient devant Ethan? Et surtout, depuis combien de temps parle-t-il à la mauvaise femme? The One I Love construit son piège avec cette précision-là. Pas de laboratoire, pas de machine spectaculaire, pas d'explication scientifique rassurante. Une maison de vacances, un couple épuisé, une dépendance au fond du jardin. Et l'idée la plus dangereuse qu'un mariage puisse rencontrer. Que se passerait-il si une version presque parfaite de votre partenaire apparaissait au moment exact où vous ne supportez plus l'original? Avant la maison, il y a un couple déjà au bord de la rupture. Ethan et Sophie sont assis face à leur thérapeute, mais leur problème ne tient pas dans une simple dispute récente. Leur relation a perdu ce qui la rendait vivante. Ils savent encore raconter leurs souvenirs, ils connaissent les habitudes de l'autre, ils peuvent même imiter le ton de leurs anciennes conversations. Pourtant, quelque chose entre eux s'est fermé. Chaque tentative de rapprochement semble arriver trop tard, comme si leur geste présent était condamné à être comparé à une version plus heureuse de leur passé. Le thérapeute leur demande de se souvenir d'un moment où leur amour paraissait simple. Ethan évoque leur début, cette période où ils pouvaient agir spontanément, sans analyser chaque silence. Une nuit, il s'était introduit dans une piscine interdite. Ce n'était pas une grande aventure, seulement une transgression légère, absurde, suffisamment libre pour devenir un souvenir précieux. Dans son esprit, cette nuit représente le couple qu'ils ont perdu, imprudent, complice, capable de rire avant de chercher qui avait raison. Ils essaient donc de recréer la scène. Ils retournent près d'une piscine, s'approchent de l'eau avec l'espoir presque enfantin qu'un ancien décor pourra réveiller une ancienne émotion. Mais le passé ne se laisse pas convoquer sur commande. Là où il y avait autrefois de l'excitation, il n'y a plus que l'effort visible de deux adultes qui savent exactement ce qu'ils tentent de reproduire. La magie devient une consigne thérapeutique. Leur escapade tourne court, et cet échec dit déjà tout. Ethan et Sophie ne manquent pas seulement d'amour, ils manquent d'une manière commune de croire encore à cet amour. Leur thérapeute propose alors une solution plus radicale. Il connaît une propriété isolée où plusieurs couples seraient parvenus à se retrouver. Pas un centre clinique, pas une retraite collective, simplement une belle maison entourée de calme. Ils devront y passer un week-end, loin de leurs habitudes, avec la possibilité de se voir autrement. La recommandation semble presque trop élégante, mais Ethan et Sophie n'ont plus beaucoup d'options. Quand une relation commence à ressembler à une pièce sans porte, même une promesse vague peut paraître raisonnable. Ils arrivent dans un domaine magnifique, lumineux, silencieux, assez vaste pour donner l'impression que le monde extérieur a été mis à distance. La maison principale est accueillante. Il y a une piscine, des espaces ouverts, de quoi boire, manger, respirer. Tout semble conçu pour effacer la tension. Et pendant quelques instants, cela fonctionne. La simple nouveauté du lieu allège leurs échanges. Ils plaisantent, explorent les pièces, essaient de ne pas transformer chaque phrase en examen de leur mariage. Mais la propriété contient un autre bâtiment. Une petite dépendance située à l'écart de la maison principale. Elle n'a rien de menaçant. Au contraire, elle paraît intime, presque idéale pour un couple qui voudrait s'isoler. C'est précisément là que le film commence à déplacer ses règles sans avertissement. Sophie entre seule dans la dépendance. À l'intérieur, elle retrouve Ethan. Du moins, elle croit retrouver Ethan. Cet homme possède le même visage, le même corps, la même voix. Pourtant, il ne se comporte pas comme celui qu'elle vient de quitter dans la maison principale. Il est plus léger, plus attentif. Il semble libéré de la défensive qui empoisonne chacune de leurs conversations. Là où le véritable Ethan paraît surveiller les réactions de Sophie, celui-ci lui répond naturellement. Il ne cherche pas à réparer le moment, il le vit. Pour Sophie, cette différence est bouleversante parce qu'elle ne ressemble pas à une transformation impossible. Elle ressemble à un retour. Cet Ethan paraît être celui qu'elle a aimé avant que la confiance ne se dégrade, avant que le mariage ne devienne un espace où chacun protège ses blessures.
Elle n'a donc pas immédiatement le réflexe de fuir. Elle accepte l'instant, séduite moins par un inconnu que par la sensation de retrouver une personne disparue. Lorsqu'elle revient vers la maison principale, son humeur a changé. Elle se montre plus proche d'Ethan, plus enthousiaste à l'idée que cette retraite puisse fonctionner. Lui ne comprend pas la source de ce renouveau, mais il en profite. Pour la première fois depuis longtemps, leur séjour semble produire un résultat. Sophie vient de vivre une expérience inexplicable, mais son premier mouvement n'est pas d'en avoir peur, c'est de vouloir y croire. Plus tard, Ethan se rend à son tour dans la dépendance. Il y rencontre Sophie. Là encore, l'apparence est parfaite, mais le comportement est légèrement différent. Cette Sophie est chaleureuse, joueuse, disponible. Elle ne porte pas immédiatement leur conflit dans la pièce. Elle lui offre une proximité que la vraie Sophie semble ne plus pouvoir lui donner sans ressentiment. Ethan baisse sa garde. Il passe la nuit avec elle, persuadé que le week-end a soudainement libéré quelque chose entre eux. Le lendemain matin, la scène prend une tonalité presque domestique. Cette Sophie prépare le petit déjeuner. Elle annonce des œufs et du bacon. Le geste paraît tendre, ordinaire, exactement le genre de détail qu'un couple en difficulté pourrait interpréter comme un signe de réconciliation. Mais Ethan connaît une chose très simple. Sophie déteste l'odeur du bacon dans la maison. Il le lui rappelle. Elle corrige aussitôt son attitude, comme si elle venait d'apprendre une information qu'elle aurait dû posséder. Ethan retourne vers la maison principale avec un malaise qu'il ne sait pas encore nommer. Il retrouve Sophie et parle de la nuit qu'ils viennent de passer ensemble. Mais elle ne comprend pas. De son point de vue, cette nuit n'a jamais eu lieu. Elle ne l'a pas rejoint dans la dépendance. Elle n'a pas dormi auprès de lui. Elle n'a pas préparé son petit déjeuner. Ce serait déjà assez pour faire éclater la panique, mais Sophie possède sa propre version de l'impossible. Elle aussi a rencontré Ethan dans cette petite maison. Elle aussi a remarqué une différence, même si cette différence lui a plu. Ils pourraient s'accuser mutuellement de mensonges. C'est d'ailleurs leur premier réflexe, parce que leur mariage repose désormais sur une confiance fragile. Ethan a trompé Sophie auparavant, et cette trahison pèse sur chaque ambiguïté. Lorsqu'il affirme avoir passé la nuit avec elle, ce qu'elle entend d'abord, ce n'est pas une énigme surnaturelle. C'est la possibilité d'un nouveau mensonge. Il décide pourtant de vérifier. Cette décision marque le véritable seuil du film. Jusqu'ici, chacun pouvait encore interpréter son expérience comme un malentendu, un rêve, une confusion née de l'alcool ou du stress. Mais à deux, en comparant les détails, ils comprennent que la dépendance ne leur montre pas la même chose au même moment. Quand Ethan y entre seul, une autre Sophie peut apparaître. Quand Sophie y entre seule, un autre Ethan l'attend. La maison principale appartient au couple réel. La petite maison semble appartenir à leur double. Ils établissent des règles avec le sérieux nerveux de personnes qui veulent rendre l'impossible mesurable. Ils ne doivent pas entrer ensemble. Ils doivent observer, comparer, tester. À cet instant, leur retraite conjugale devient une expérience. Mais le danger n'est pas seulement de découvrir ce que sont ces copies. Le danger est de constater que chacun a déjà préféré, pendant quelques minutes, la copie de l'autre. Cette nuance transforme tout. Ethan voudrait traiter le phénomène comme un problème extérieur. Quelque chose existe dans la dépendance, donc ils doivent l'étudier ou quitter la propriété. Sophie, elle, ne peut pas oublier ce qu'elle a ressenti auprès de l'autre Ethan. Il ne s'agissait pas seulement d'une imitation convaincante. Il lui a donné une version de la relation où elle n'avait pas besoin de réclamer de l'attention, de rappeler la blessure, de demander si l'homme devant elle était encore capable de la choisir. Et Ethan, malgré sa méfiance, a lui aussi reçu exactement ce qui lui manquait. L'autre Sophie ne l'accueille pas à travers le filtre de son infidélité. Elle rit avec lui, le désir lui permet d'exister sans être constamment ramenée à sa faute. Cette douceur est peut-être artificielle, mais elle répond à un besoin réel. Voilà pourquoi ils ne partent pas immédiatement. La curiosité compte, bien sûr. Pourtant, quelque chose de plus intime les retient. La propriété vient de rendre visible le partenaire idéal que chacun gardait silencieusement dans sa tête. Le piège est alors en place. Ethan et Sophie étaient venus sauver leur mariage en retrouvant ce qu'ils avaient perdu. La dépendance leur offre une solution plus simple, ne pas réparer l'autre, mais le remplacer.
Et avant même de comprendre qui a créé ces doubles, ce qu'ils veulent, ou jusqu'où s'étend le pouvoir du domaine, une question commence à contaminer chaque regard. Quand Sophie sourit à Ethan, lequel des deux espère-t-elle réellement revoir? La réaction la plus saine serait de prendre la voiture et de ne jamais revenir. Ethan et Sophie le comprennent presque en même temps. Ils rangent leurs affaires avec cette urgence maladroite qui naît lorsqu'on refuse encore de prononcer le mot peur. Ils ne savent pas ce qu'ils ont vu, mais ils savent au moins ce qu'ils ne peuvent plus prétendre. La dépendance ne leur a pas offert un simple malentendu. 2 expériences séparées, 2 partenaires identiques, 2 souvenirs incompatibles. Quelque chose les attend là-bas, avec leur visage. Ils quittent donc le domaine. Pendant quelques kilomètres, le mouvement de la voiture leur redonne une illusion de contrôle. La propriété recule derrière eux, les arbres disparaissent, la route redevient ordinaire. Pourtant, l'énigme voyage avec eux. Ethan peut s'éloigner de la maison, mais pas de l'image d'une Sophie qui l'accueille sans colère. Sophie peut regarder le paysage défiler, mais elle entend encore la voix d'un Ethan plus léger, plus tendre, apparemment débarrassé de tout ce qui a rendu leur relation pénible. Ils s'arrêtent dans un petit restaurant pour remettre les faits dans l'ordre. C'est une scène essentielle, parce qu'elle montre que leur premier conflit ne concerne déjà plus l'existence des doubles. Il concerne la valeur de l'expérience. Ethan veut fermer la porte. Il parle comme quelqu'un qui cherche une explication assez rationnelle pour justifier une fuite immédiate. L'alcool, la marijuana, la fatigue, un jeu organisé par quelqu'un, peut-être même une forme de manipulation. Sophie ne nie pas l'étrangeté, mais elle refuse de qualifier ce qu'elle a vécu de menace. Pour elle, le moment était doux. Elle s'est sentie en sécurité. Après des mois de conversation où chaque mot pouvait déclencher une dispute, cette sensation lui paraît presque miraculeuse. Cette différence les ramène au cœur de leur mariage. Ethan juge la dépendance dangereuse parce qu'elle échappe à son contrôle. Sophie la trouve précieuse parce qu'elle lui a donné, même brièvement, ce qu'elle n'obtient plus de lui. Lorsqu'elle propose de retourner au domaine pour comprendre, elle ne défend pas seulement la curiosité. Elle défend l'un des rares instants récents où elle n'a pas eu à porter le poids de leur crise. Ils reviennent. Ce choix paraît absurde si l'on regarde la propriété comme le décor d'une histoire fantastique. Il devient parfaitement logique si l'on regarde Ethan et Sophie comme 2 personnes affamées. Un individu rassasié se méfie d'un repas trop beau pour être vrai. Un individu qui n'a rien reçu depuis longtemps commence par demander combien de temps il pourra rester à table. De retour dans la maison principale, ils essaient de transformer le phénomène en protocole. Ils parlent de règles, de durée, de transparence. Chacun pourra entrer seul dans la dépendance, mais devra raconter ensuite ce qui s'y est passé. Ils doivent éviter toute intimité physique et considérer les rencontres comme des séances d'observation. Ce vocabulaire leur permet de donner une apparence thérapeutique à une décision profondément risquée. Ils ne fréquentent pas des inconnus, se disent-ils. Ils étudient des versions d'eux-mêmes. Et puisque ces versions portent leur propre visage, la frontière de la trahison leur semble soudain négociable. La première règle réelle du domaine se précise rapidement. La dépendance ne fonctionne pas comme une pièce normale. Lorsque les véritables Ethan et Sophie tentent de s'y rendre ensemble, rien d'exceptionnel ne se produit. Les doubles apparaissent lorsqu'un seul membre du couple entre. L'endroit exige donc la séparation. Pour recevoir le partenaire idéal, il faut abandonner le partenaire réel à l'extérieur. Voilà la cruauté silencieuse du mécanisme. La maison principale pourrait encore accueillir leur mariage, avec ses disputes, ses souvenirs et ses efforts. La dépendance, elle, récompense la solitude. Elle propose à chacun une relation privée dont l'autre ne peut être témoin. Plus Ethan et Sophie veulent comprendre, plus ils doivent organiser leur éloignement. Ils commencent à comparer les détails. L'autre Ethan ne porte pas les lunettes du véritable Ethan. Il prétend simplement utiliser des lentilles, une explication banale qui rend la différence encore plus dérangeante. L'autre Sophie paraît légèrement différente dans sa manière de se coiffer, de sourire, d'occuper l'espace. Rien ne ressemble à une erreur grossière. Les copies sont assez précises pour convaincre, mais elles laissent de petites coutures visibles, comme si elles apprenaient encore leur rôle. Ces coutures deviennent les nouveaux repères du couple. Autrefois,
Ethan et Sophie savaient reconnaître l'humeur de l'autre dans un silence ou un regard. Maintenant, ils cherchent des indices physiques pour savoir à qui ils parlent. Des lunettes, une coiffure, une habitude alimentaire. La confiance, déjà fragile, se transforme en inspection. Le film nous place dans la même position. Nous observons Mark Duplass et Elisabeth Moss modifier presque imperceptiblement leur énergie. Le double d'Ethan ne devient pas une caricature séduisante. Il paraît seulement plus disponible, moins nerveux, plus à l'aise dans son propre corps. L'autre Sophie n'est pas une femme entièrement différente. Elle offre à Ethan une chaleur débarrassée de l'accusation. Cette retenue est capitale. Si les doubles étaient parfaits de manière spectaculaire, le choix serait abstrait. Ils sont plutôt parfaits de la manière dont on idéalise quelqu'un après des années de frustration. On conserve son visage, son humour et ses qualités, puis on retire les angles qui nous blessent. Charlie McDowell renforce cette impression sans transformer la dépendance en attraction surnaturelle. Les scènes qui s'y déroulent ont été filmées avec des objectifs anamorphiques et une image plus colorée, plus romantique, légèrement déformée. La différence ne crie jamais qu'un autre monde vient de s'ouvrir. Elle murmure que tout est devenu un peu trop agréable. Le piège visuel ressemble ainsi au piège émotionnel. Il ne montre pas un cauchemar, mais une version embellie de la réalité. Au début de leur visite organisée, Ethan et Sophie peuvent encore prétendre qu'ils travaillent ensemble. Ils se donnent des horaires. Celui qui reste dans la maison principale attend le retour de l'autre, puis tente d'obtenir un compte rendu. Mais ces comptes rendus deviennent rapidement insuffisants. Comment raconter une conversation avec une personne qui possède le visage de votre conjoint? Quels détails faut-il partager? Les paroles, les gestes, le plaisir ressenti? Et à partir de quel moment une expérience devient-elle une infidélité? Ethan est particulièrement sensible à cette dernière question. Son ancienne aventure a créé la fracture qu'ils essaient de réparer. Il devrait donc comprendre mieux que quiconque la violence d'un secret. Pourtant, la situation lui offre une défense extraordinairement commode. L'autre Sophie est Sophie. Même apparence, même voix, grande partie des mêmes souvenirs. Il peut classer l'expérience comme une anomalie plutôt que comme une trahison. Sophie bénéficie du même alibi, mais sa relation au double d'Ethan est plus profonde. Elle ne recherche pas seulement une distraction. Elle rencontre un homme qui semble comprendre la douleur causée par le véritable Ethan sans se protéger derrière des excuses. Il possède les traits de celui qui l'a blessé, mais pas son besoin de décider quand la blessure devrait être guérie. Avec lui, Sophie peut imaginer que son mari a changé sans devoir attendre le changement. Le véritable Ethan sent cette attirance avant même que Sophie l'avoue. Il l'entend dans sa manière de défendre le séjour, dans son impatience à retourner à la dépendance, dans la lumière nouvelle qui apparaît sur son visage après certaines rencontres. Il ne peut cependant pas condamner ce désir sans regarder le sien. Lui aussi attend ses séances. Lui aussi apprécie une Sophie plus simple, plus affectueuse, moins méfiante. Leur jalousie possède donc une forme étrange. Chacun redoute d'être remplacé par sa propre meilleure version. Peu à peu, les règles cessent de protéger le couple et commencent à servir de calendrier aux tentations. L'un annonce qu'il va dans la petite maison. L'autre répond calmement, puis reste seul à imaginer ce qui s'y déroule. Chaque visite produit une nouvelle comparaison. Chaque comparaison augmente le ressentiment envers le partenaire réel. Ce qui devait les aider à comprendre leur relation devient un concours auquel aucun des deux n'a accepté de participer. Ethan tente malgré tout de conserver une posture d'enquêteur. Il observe les réactions de l'autre Sophie, cherche les limites de ses connaissances, essaie de déterminer si elle est une hallucination, une actrice, une créature ou le produit d'un mécanisme qu'il ne comprend pas. Mais elle ne se comporte pas comme un objet d'étude. Elle plaisante, le touche, détourne ses questions et lui renvoie une impression troublante. Peut-être est-ce lui, avec sa rigidité et ses soupçons, qui rend la relation difficile. Un soir, incapable de dormir, Ethan demande à Sophie s'il peut prendre une nouvelle séance dans la dépendance. L'heure est tardive. La demande ressemble déjà moins à une expérience qu'à la permission de rejoindre quelqu'un. Sophie accepte et ce consentement poli révèle la distance qui s'installe entre eux. Ils ne se disputent même plus pour se retenir. Ils organisent leur propre remplacement. Dans la dépendance,
L'autre, Sophie, lui montre plusieurs poupées qui paraissent presque identiques. Elle affirme pourtant que chacune possède une personnalité différente. L'une serait plus élégante, une autre plus drôle, une autre encore ferait une épouse idéale malgré les défauts que les gens remarqueraient d'abord. Puis elle demande à Ethan laquelle il préfère. La question semble légère. Elle contient pourtant toute la menace du domaine. Si 6 visages presque identiques peuvent devenir 6 personnes selon l'histoire qu'on leur attribue, qu'est-ce qui fait de Sophie la vraie Sophie? Son corps, ses souvenirs, ses défauts, la douleur qu'elle partage avec Ethan. Et lorsque celui-ci choisit une version parce qu'elle est plus douce avec lui, choisit-il encore une personne ou seulement le rôle qui lui convient? Ethan croyait entrer dans la dépendance pour observer une copie. Mais la copie vient de lui rappeler que le choix ne dépendra bientôt plus de ce qui est réel. Il dépendra de la version qu'il désire croire. 15 minutes. Voilà la durée qu'Ethan et Sophie ont choisie pour fréquenter leur double sans prétendument mettre leur mariage en danger. 15 minutes pour poser des questions, observer les différences, puis revenir dans la maison principale et tout raconter. Sur le papier, la limite paraît raisonnable. Dans la réalité, elle ne mesure pas le temps passé dans la dépendance. Elle mesure le temps nécessaire pour oublier pourquoi une limite avait été fixée. Sophie entre la première. L'autre Ethan l'accueille comme s'il ne l'avait pas simplement attendu, mais espéré. Il ne se précipite pas sur les mystères de la propriété. Il ne demande pas ce que le véritable Ethan pense de lui. Il concentre toute son attention sur elle. Cette simplicité produit un effet puissant, car Sophie vit depuis longtemps dans une relation où chaque geste tendre arrive accompagné d'un débat sur ce qui s'est passé avant. L'autre Ethan n'essaie pas de résoudre leur mariage. Il lui offre un moment où le mariage semble déjà réparé. Il lui parle avec calme, se rapproche d'elle et commence à lui masser les épaules. Le geste paraît presque innocent. Pourtant, il détruit immédiatement la règle interdisant l'intimité, même si Sophie peut encore se convaincre qu'il ne s'agit pas d'une véritable trahison. Elle ne l'embrasse pas, elle ne couche pas avec lui. Elle accepte seulement un contact qui lui fait du bien. C'est ainsi que les frontières les plus importantes commencent souvent à disparaître. Pas dans un grand acte assumé, mais dans une petite exception que l'on refuse de nommer. À l'extérieur, Ethan attend. Au début, il surveille l'heure avec la discipline de quelqu'un qui veut croire que leur expérience reste sous contrôle. Puis les 15 minutes passent. Sophie ne revient pas. Chaque minute supplémentaire transforme son inquiétude en jalousie. Il pourrait appeler, frapper à la porte ou lui rappeler leur accord. Mais cela l'obligerait à reconnaître qu'il ne considère plus la rencontre comme une simple observation scientifique. Alors il regarde par la fenêtre. Il aperçoit Sophie auprès de son double, détendue sous ses mains. Ce qu'il voit lui fait mal pour 2 raisons. La première est évidente. Sa femme partage une proximité physique avec un autre homme. La seconde est beaucoup plus humiliante. Cet homme possède son propre visage. Ethan n'est pas seulement jaloux d'un rival. Il se compare à une version de lui-même qui semble accomplir sans effort ce qu'il n'arrive plus à faire. L'autre Ethan ne paraît pas chercher les mots parfaits. Il n'a pas besoin de demander si Sophie est prête à lui pardonner. Il entre directement dans la place que le véritable Ethan a perdue. Sophie remarque finalement la présence de son mari à la fenêtre. Elle sort, furieuse qu'il les ait espionnés. Ethan lui rappelle qu'elle a dépassé le temps prévu et accepté un massage. Sophie répond qu'il a lui-même enfreint l'une de leurs règles en regardant. Chacun possède donc une faute à opposer à l'autre. Cette dispute révèle l'échec complet de leur protocole. Les règles n'étaient pas destinées à organiser une enquête. Elles devaient les empêcher de revivre exactement les mécanismes qui ont détruit leur confiance. Secret, surveillance, justification, accusation. Pourtant, après une seule rencontre, ils sont déjà revenus à ces comportements. Ils discutent ensuite des différences physiques. L'autre Ethan n'a pas exactement la même coiffure. Il ne porte pas de lunettes. Son apparence semble ajustée, légèrement améliorée, comme si le domaine avait retiré certains détails jugés moins séduisants. Sophie se montre fascinée par ces variations. Ethan, lui, les traite comme des preuves qu'il peut classer. Mais derrière ces questions, une peur se forme. Sophie ne se contente plus de dire que l'autre Ethan est différent. Elle laisse entendre qu'elle apprécie ces différences.
L'homme de la dépendance lui paraît plus proche de celui qu'Ethan était autrefois, ou peut-être de celui qu'elle avait toujours espéré qu'il devienne. Le véritable Ethan choisit alors une autre méthode. Puisque les rencontres ne peuvent pas être observées directement, il décide d'utiliser son téléphone pour enregistrer ce qui se passe dans la dépendance. Il laisse l'appareil à l'intérieur avec l'enregistrement activé, puis s'éloigne. Son objectif semble raisonnable. Obtenir une preuve, découvrir ce que les doubles disent lorsqu'ils pensent être seuls, peut-être entendre un détail capable d'expliquer leur origine. Pourtant, ce geste constitue une nouvelle trahison de leurs accords. Ethan ne veut plus seulement comprendre le domaine avec Sophie. Il veut posséder une information qu'elle ne possède pas. Lorsqu'il revient chercher le téléphone, celui-ci n'est plus exactement là où il l'avait laissé. L'autre Sophie le lui rend sans manifester de colère. Elle ne l'accuse pas ouvertement, ne lui demande pas pourquoi il enregistrait la pièce. Cette absence de réaction est plus inquiétante qu'une confrontation. Soit elle n'a rien remarqué, soit elle a remarqué et préfère qu'Ethan ignore ce qu'elle sait. L'enregistrement ne lui fournit aucune conversation exploitable. Il ne reste qu'un bruit confus, des parasites, une matière sonore qui ne révèle rien. La dépendance semble refuser d'être documentée. Ethan peut y entrer, toucher son double, lui parler, mais il ne peut pas emporter une preuve claire vers l'extérieur. Cette impossibilité renforce son isolement. Plus il enquête, moins il peut convaincre Sophie qu'ils sont menacés. Pour elle, le phénomène continue de produire des expériences émotionnelles concrètes. Pour lui, il produit surtout des questions sans réponse. Sophie revient avec des paroles qui la touchent. Ethan revient avec de la friture sonore. Lors d'une nouvelle rencontre, Sophie cesse de traiter l'autre Ethan comme une curiosité. Elle lui pose enfin la question autour de laquelle tourne toute sa douleur. Pourquoi l'a-t-il trompée ? Le véritable Ethan a probablement déjà répondu de nombreuses fois. Il a peut-être parlé d'une mauvaise période, de leur éloignement, de sa confusion ou de ses propres insécurités. Mais ces explications ont toujours contenu quelque chose qui le protégeait. Une circonstance, une faiblesse, un contexte. Sophie n'attend pourtant pas une analyse détaillée. Elle veut entendre qu'aucune difficulté du couple ne justifiait sa décision. L'autre Ethan comprend exactement ce besoin. Il ne cherche pas d'excuses. Il reconnaît qu'il s'éloignait, qu'il se sentait fragile et qu'il a réagi de la pire manière. Il admet avoir pris une décision terrible au lieu de communiquer. Surtout, il remercie Sophie d'être restée, d'avoir continué la thérapie et d'avoir essayé de sauver leur relation alors qu'elle avait toutes les raisons de partir. Ces paroles ne changent pas le passé. Elles changent celui qui semble enfin capable de le regarder sans se défendre. Pour Sophie, la scène est dévastatrice. L'homme qui lui parle n'est peut-être pas son mari, mais il lui offre la réponse qu'elle attendait de son mari. Il porte le visage du coupable et prononce les excuses idéales. Son émotion devient donc réelle, même si l'identité de celui qui la provoque reste incertaine. C'est ici que la copie prend un avantage décisif. Elle n'est pas obligée d'avoir vécu la faute pour en demander pardon. Elle peut étudier la blessure, trouver les mots exacts et les prononcer sans porter la honte du véritable Ethan. Elle bénéficie de son apparence, de leur histoire et de leurs souvenirs partagés. Mais elle ne subit pas le poids émotionnel qui empêche Ethan d'être aussi précis. La perfection du double vient de cette absence de résistance intérieure. Il peut devenir ce que Sophie réclame parce qu'il n'a pas à défendre la personne qu'il était hier. Cependant, quelque chose dans cette réponse paraît presque trop préparé. L'autre Ethan ne cherche pas ses mots. Il ne se trompe pas. Il construit une reconnaissance complète, adaptée aux blessures les plus profondes de Sophie. Cette éloquence pourrait être le signe d'une sensibilité supérieure. Elle pourrait aussi être le résultat d'un travail de collecte. Peu après, Ethan consulte les messages reçus sur son téléphone. Plusieurs personnes de son entourage ont tenté de le joindre. Un ami évoque un appel étrange reçu au milieu de la nuit. Ethan semblait ne plus savoir où il habitait. Sa mère mentionne également une conversation inhabituelle. Un autre proche parle de détails personnels, notamment du nom de la rue où Ethan a grandi. Pris séparément, ces messages pourraient passer pour une série de confusions. Ensemble, ils dessinent une méthode. L'autre Ethan utilise son apparence et probablement les contacts du téléphone pour interroger les proches du véritable Ethan. Il ne possède pas spontanément tous ses souvenirs.
Alors il les reconstitue. Il appelle sa famille, ses amis, collecte les lieux, les anecdotes et les morceaux d'identité dont il a besoin. La dépendance n'a donc peut-être pas créé une copie parfaite. Elle a créé un candidat au remplacement. Cette découverte change la nature du danger. Jusqu'ici, Ethan pouvait imaginer les doubles comme des reflets fabriqués par la maison à partir de leurs désirs. Des illusions sans existence propre, incapables d'agir au-delà des rencontres. Les appels prouvent au contraire une volonté autonome. L'autre Ethan prépare quelque chose. Il ne veut pas seulement plaire à Sophie pendant 15 minutes. Il veut connaître suffisamment bien sa vie pour qu'elle cesse de remarquer les différences. Et cette collecte d'informations explique peut-être la puissance de ses excuses. Il a pu apprendre ce que le véritable Ethan n'entend plus. Il a pu poser des questions indirectes, observer Sophie, écouter ses reproches, puis composer la réponse parfaite. Il n'est pas nécessairement plus sincère, il est mieux renseigné. Ethan se retrouve alors face à une menace profondément ironique. Son double devient un meilleur mari en étudiant les conséquences de ses propres échecs. Chaque erreur du véritable Ethan fournit au remplaçant une instruction. Chaque plainte de Sophie lui indique quel comportement adopter. Plus le couple expose ses blessures dans l'espoir de les comprendre, plus les doubles apprennent à prendre leur place. Ethan pourrait tout révéler immédiatement à Sophie, lui montrer les messages, expliquer les appels, insister pour qu'il quitte enfin le domaine. Mais leur confiance s'est déjà détériorée. Il sait qu'elle pourrait interpréter sa découverte comme une nouvelle tentative pour discréditer l'homme préfère désormais fréquenter. Il sait aussi qu'elle pourrait lui répondre que, copie ou non, l'autre Ethan semble au moins faire l'effort de comprendre sa vie. Le véritable combat ne porte donc plus sur l'authenticité. Il porte sur la préférence. Ethan observe la dépendance et comprend que son adversaire est en train d'apprendre à devenir lui. Mais la ressemblance offre une possibilité dans les deux sens. Si l'autre Ethan peut imiter le véritable peut également imiter l'autre. Pour reprendre le contrôle, il lui suffirait d'entrer dans la petite maison au bon moment, de retirer ses lunettes, d'adoucir sa voix, et de laisser Sophie croire qu'elle retrouve l'homme qu'elle désire. Ethan pourrait confronter Sophie avec les messages de ses proches. Il pourrait lui montrer que son double téléphone à sa famille, collecte ses souvenirs et prépare méthodiquement son remplacement. Mais la vérité ne lui paraît plus suffisante. Il ne veut pas seulement prouver que l'autre Ethan triche. Il veut découvrir ce que Sophie lui donne lorsqu'elle pense être avec cet homme. Il lui annonce donc qu'il doit sortir faire quelques courses. La phrase est banale, presque invisible. Elle devient pourtant l'un de ses mensonges les plus graves. Ethan ne quitte pas réellement le domaine. Il attend le moment où Sophie se dirige vers la dépendance, retire ses lunettes et adapte son comportement. Il ne possède ni costume sophistiqué ni masque. Son déguisement tient dans quelques détails. Un regard plus assuré, une voix moins inquiète, une manière de ne pas poser les questions que le véritable Ethan poserait immédiatement. Sophie entre et le prend pour son double. Le succès de la tromperie confirme une chose douloureuse. Elle ne reconnaît plus son mari par ce qu'il est, mais par ce qu'elle attend de lui. Dès qu'Ethan se comporte avec la douceur qu'elle associe à l'homme de la dépendance, son identité devient crédible. La différence entre l'original et la copie n'était peut-être jamais physique. Elle reposait sur une promesse émotionnelle. Ethan découvre alors une version de Sophie qu'il ne rencontre plus dans la maison principale. Elle s'approche sans méfiance. Son visage s'ouvre. Elle ne semble pas préparer une défense contre une future déception. Elle croit être avec l'autre Ethan, donc elle lui accorde immédiatement cette confiance que le véritable Ethan tente de reconstruire depuis des mois. Il devrait interrompre la scène. À cet instant, il sait que Sophie agit sur la base d'une fausse identité. Elle ne choisit pas de se rapprocher de lui. Elle choisit celui qu'elle pense avoir devant elle. Pourtant, Ethan continue. Il accepte son affection, entretient l'illusion et couche avec elle. Son geste possède une ironie brutale. Leur mariage a été détruit par son infidélité et il répond maintenant à la peur d'être trompé par une autre forme de tromperie. Il ne séduit pas une personne extérieure au couple. Il utilise sa propre apparence pour voler l'intimité que Sophie destinait à sa copie. Ethan pourrait prétendre qu'il n'a fait que reprendre sa place. Après tout, il reste légalement et physiquement le mari de Sophie.
Mais l'identité ne fonctionne pas comme une propriété que l'on récupère. Sophie n'a pas consenti à cet Ethan-là. Elle croyait rejoindre un autre homme, même si cet homme possède le même visage. Le film crée ainsi une situation où chacun peut se déclarer victime sans être innocent. Sophie se tourne volontairement vers un double. Ethan l'espionne, lui ment et exploite cette attirance. Les copies manipulent les deux époux. Pourtant, chaque manipulation réussit parce qu'elle s'appuie sur une faiblesse déjà présente dans leur relation. Après cette rencontre, Ethan ne ressent pas la victoire qu'il espérait. Il vient de vérifier que Sophie peut encore le désirer, mais seulement lorsqu'elle croit qu'il est différent. Il a reçu son affection sans obtenir la preuve qu'elle lui était destinée. Le moment ne répare donc rien. Il rend simplement la séparation entre les deux versions d'Ethan plus difficile à supporter. Sa colère cherche alors une autre cible. Il confronte le double de Sophie et exige des réponses. Qui est-elle? Une illusion? Une créature? Une personne enfermée dans la propriété? Depuis combien de temps prépare-t-elle ce jeu? Ethan voudrait découvrir une catégorie rassurante, un mot capable de remettre une frontière nette entre le réel et l'imitation. Mais l'autre Sophie refuse de lui offrir cette certitude. Elle ne répond pas comme une machine démasquée. Elle se comporte comme une femme blessée. Elle aussi voit son partenaire s'éloigner. Elle aussi observe l'homme qu'elle aime préférer une autre version d'elle-même. Pour Ethan, cette révélation est difficile à accepter, car elle transforme les doubles en personnages possédant leurs propres désirs. Jusqu'ici, il pouvait imaginer l'autre Sophie comme un produit fabriqué pour le satisfaire. Elle était charmante, disponible et indulgente parce que telle était sa fonction. Mais si elle souffre de perdre l'autre Ethan, ses gestes prennent un sens différent. Son affection pour le véritable Ethan n'était peut-être pas un amour. Elle pouvait être un rôle, une mission ou simplement un moyen de conserver l'équilibre nécessaire au fonctionnement du domaine. Les doubles ne sont donc pas deux récompenses indépendantes. Ils semblent former un couple. Cette idée change toute la structure du piège. Le véritable Ethan croyait être en compétition avec une meilleure version de lui-même pour gagner Sophie. Il comprend maintenant que l'autre Sophie participe également au conflit. Elle possède un intérêt personnel dans l'issue du week-end. Si Sophie lui prend son partenaire, elle perd quelque chose de réel à ses yeux. La dépendance ne présente plus deux fantasmes parfaitement adaptés à leurs visiteurs. Elle enferme 4 individus dans un système où chacun cherche à conserver ou remplacer quelqu'un. Le double de Sophie reproche implicitement à Ethan son hypocrisie. Il dénonce l'attirance de sa femme pour l'autre homme, mais il a lui-même accepté tout ce que la copie de Sophie lui proposait. Il veut que son propre désir soit considéré comme une enquête, tandis que celui de Sophie devient une trahison. Ethan refuse cette équivalence. Selon lui, une différence essentielle subsiste. Même attiré par l'autre Sophie, il n'abandonnerait pas la véritable. Sophie, en revanche, paraît prête à construire quelque chose avec son double. Cette conviction lui permet encore de se voir comme le défenseur du mariage. Mais que signifie défendre une personne après avoir imité quelqu'un d'autre pour obtenir son consentement? Ethan prétend protéger la réalité tout en manipulant la perception de Sophie dès que cela lui donne un avantage. Pendant ce temps, la relation entre Sophie et l'autre Ethan continue d'avancer. Elle retrouve chez lui l'assurance et la disponibilité qui lui manquent. Les conversations ne tournent plus autour de l'existence du phénomène. Ils se comportent de plus en plus comme deux personnes envisageant un avenir commun. Sophie sait maintenant que l'homme devant elle est une copie. Pourtant, cette connaissance ne diminue pas son attachement. Elle l'augmente peut-être parce qu'elle n'a plus besoin de résoudre l'impossible pour profiter de ce qu'il lui donne. La question de son origine devient secondaire. Sa présence suffit. L'autre Ethan, de son côté, cesse progressivement de respecter les limites de son rôle. Il récupère des informations sur la vie du véritable Ethan. Il porte certains de ses vêtements. Il se prépare à exister hors de la dépendance, comme si l'apparence ne représentait que la première étape d'un transfert plus complet. Lorsque Sophie remarque des vêtements appartenant au véritable Ethan, elle comprend qu'une circulation secrète s'est organisée. Les deux versions ne restent plus parfaitement séparées entre la maison principale et la petite maison. Les objets passent d'un espace à l'autre. Les identités commencent à se mélanger. L'autre Ethan détourne ces questions.
Son charme repose justement sur cette capacité à éviter la résistance. Il donne à Sophie les réponses qui la rassurent, mais lorsqu'un détail menace son projet, il devient évasif. Le partenaire idéal révèle alors sa première imperfection majeure. Il n'est transparent que lorsque la vérité lui est favorable. Pourtant, Sophie ne recule pas. Elle veut encore croire à l'homme qui lui a offert les excuses parfaites. Admettre qu'il la manipule reviendrait à perdre une seconde fois la version d'Ethan qu'elle désirait retrouver. Le véritable Ethan intervient finalement. La séparation soigneusement organisée ne tient plus. Il ne supporte plus de rester dans la maison principale pendant que son double occupe son mariage. Il exige d'entrer, de parler, d'être reconnu. La confrontation entre Ethan et Sophie reprend immédiatement, mais elle n'a plus la forme d'une dispute conjugale ordinaire. Chaque reproche contient désormais une comparaison invisible. Quand Ethan accuse Sophie de préférer son double, elle ne peut pas le nier entièrement. Quand Sophie lui rappelle ses mensonges, il sait qu'elle a raison. Quand il affirme qu'il ne choisirait jamais l'autre Sophie à sa place, sa déclaration paraît sincère, mais elle arrive après une série de comportements qui ont rendu toute sincérité suspecte. Leur mariage se retrouve jugé par ses propres copies. Sophie reproche à Ethan d'avoir contrôlé l'expérience, espionné les rencontres et refusé d'écouter ce qu'elle essayait de lui dire depuis le début. Ethan insiste sur le danger du domaine, les appels téléphoniques et les preuves que son double prépare une usurpation. Tous deux parlent de faits différents parce qu'ils ne cherchent plus la même chose. Ethan veut sauver leur identité. Sophie veut sauver la sensation d'être aimée. La dispute les conduit vers la maison principale. Ils pensent peut-être encore pouvoir s'isoler, retrouver un espace appartenant uniquement au couple réel et décider enfin s'ils doivent partir. Mais lorsqu'ils entrent, ils découvrent que cette frontière vient de disparaître. Leurs doubles sont là. L'autre Ethan et l'autre Sophie les attendent comme des invités qui auraient pris possession de la maison avant l'arrivée des propriétaires. Pour la première fois, les 4 versions se trouvent dans le même espace, visibles les unes pour les autres. La dépendance n'est plus nécessaire pour maintenir l'illusion. 2 Ethan, 2 Sophie. 4 regards chargés de désir, de peur et de rancune. Et parmi eux, personne ne peut encore affirmer avec certitude quel couple est venu sauver son mariage et quel couple est venu voler celui des autres. Les doubles ne se cachent plus. Ils circulent maintenant dans la maison principale, utilisent la cuisine, déplacent les objets et parlent du reste du week-end comme si leur présence ne représentait qu'un léger changement dans le programme. L'autre Ethan propose une randonnée pour le lendemain. L'autre Sophie évoque une soirée de jeu. Leur ton est si naturel que le véritable Ethan paraît presque impoli lorsqu'il exige des explications. C'est précisément l'effet recherché. Le couple réel est arrivé sur cette propriété en position de propriétaire temporaire. Il devient maintenant l'intrus. Les doubles occupent l'espace avec une assurance parfaite, sans menace directe, sans violence et sans déclaration spectaculaire. Ils ne chassent pas Ethan et Sophie de la maison. Ils se comportent simplement comme s'ils y avaient toujours eu leur place. Pour Sophie, la situation provoque moins de panique que chez son mari. Elle connaît déjà l'autre Ethan, lui a confié ses blessures et a commencé à imaginer un avenir auprès de lui. Le voir dans la maison principale donne une apparence concrète à ce désir. L'homme de la dépendance n'est plus enfermé dans une parenthèse fantastique. Il peut s'asseoir à une table, préparer un repas et participer à une conversation ordinaire. Ethan, lui, refuse cette normalisation. Il demande ce que sont les doubles, d'où ils viennent et ce qu'ils espèrent obtenir. Mais l'autre Ethan répond par un calme presque philosophique. Certaines choses étranges arrivent, affirme-t-il en substance, et vouloir absolument leur donner une explication ne ferait qu'empêcher d'en profiter. Il utilise une comparaison volontairement absurde. Un animal enfermé dans une pièce obscure verrait l'électricité comme un miracle lorsque la lumière s'allume. Il pourrait chercher pendant des heures à comprendre le mécanisme ou simplement regarder ce que la lumière révèle. Cette image résume le conflit entre les 2 Ethan. Le véritable veut savoir qui contrôle l'interrupteur. Son double lui conseille d'admirer la lumière. Cette attitude lui permet de paraître plus détendu, plus ouvert et plus séduisant.
Le véritable Ethan devient celui qui gâche l'expérience en posant trop de questions, exactement comme Sophie l'accusait autrefois de révéler les secrets d'un tour de magie au lieu de se laisser émerveiller. Le double ne se contente donc pas de connaître les souvenirs de son modèle. Il sait utiliser contre lui les reproches accumulés dans le mariage. Pendant le repas, les deux Sophies s'observent avec une curiosité plus froide. Elles possèdent le même visage, mais ne se perçoivent pas comme des sœurs ou comme deux versions complémentaires d'une seule personne. Chacune évalue ce que l'autre représente pour l'homme qu'elle veut conserver. La véritable Sophie tente de savoir ce qui s'est passé entre son mari et sa copie. Elle demande si les doubles partageaient entre eux les informations recueillies pendant leur rencontre. L'autre Sophie comprend aussitôt ce qui se cache derrière la question. Sophie veut moins connaître les détails de la liaison d'Ethan que mesurer ce que sa rivale sait de sa propre relation avec l'autre Ethan. Le double de Sophie souligne cette différence avec une lucidité blessante. La véritable Sophie paraît beaucoup plus inquiète de ce qui pourrait être révélé sur ses visites dans la dépendance que de ce qui s'est déroulé entre Ethan et sa copie. Encore une fois, le domaine ne crée pas les failles. Il les met sous une lumière impossible à éviter. Les deux femmes échangent des compliments qui ressemblent à des attaques parfaitement polies. L'une remarque les chaussures de l'autre. L'autre répond en parlant de sa coiffure. Elle sourit, mais chaque observation rappelle qu'elles sont en train de comparer deux versions du même corps. Qui paraît plus jeune, plus libre, plus séduisante, qui ressemble davantage à la Sophie qu'Ethan désire. L'autre Sophie commence pourtant à perdre la maîtrise du personnage qu'elle présentait jusque-là. Sa douceur laisse apparaître une irritation réelle. Elle comprend que son partenaire s'intéresse trop à la véritable Sophie. Elle sait également que le véritable Ethan n'éprouve pas pour elle un attachement comparable. Dans la compétition silencieuse des 4 personnages, elle est peut-être la seule à risquer de ne pas être choisie. Sa jalousie confirme qu'elle n'est pas une simple récompense créée pour Ethan. Elle possède ses propres intérêts, et ceux-ci entrent désormais en conflit avec le plan de l'autre Ethan. La soirée se poursuit autour d'une partie de poker. Le choix du jeu n'est pas innocent. Le poker repose sur la capacité à dissimuler ses intentions, à interpréter les signes involontaires et à décider si l'adversaire ment. Or, depuis leur arrivée, Ethan et Sophie ne font plus que cela. Ils observent les lunettes, les coiffures, les gestes et les silences. Ils cherchent constamment le détail qui permettra de distinguer la personne sincère de celle qui joue un rôle. L'autre Ethan se révèle excellent à cet exercice. Il reconnaît les habitudes de Sophie, notamment un léger mouvement d'épaule qui trahit la qualité de son jeu. Il plaisante, l'encourage et transforme chaque observation en démonstration de leur complicité. La véritable Sophie paraît amusée d'être comprise si facilement. Ethan, lui, ne voit pas une qualité charmante. Il voit une nouvelle preuve que son double a étudié sa femme. Lorsqu'il accuse l'autre Ethan de l'avoir laissé gagner, Sophie se retourne contre lui. Elle lui reproche de rendre la soirée pénible et de refuser de participer. Le véritable Ethan se retrouve ainsi dans une position familière. Plus il signale la manipulation, plus il paraît jaloux, nerveux et incapable de profiter d'un moment simple. Il accepte finalement d'affronter son double directement. Les deux hommes reçoivent leurs cartes. Le jeu devient une miniature du conflit entier. Ethan mise avec agressivité, comme s'il pouvait reprendre son identité en imposant sa volonté. Son double reste calme, observe ses mouvements et identifie rapidement ses signes de nervosité. Il ne possède pas seulement le même visage. Il connaît les réactions du véritable Ethan parce qu'il partage probablement une partie de sa psychologie. L'autre Ethan remporte la main. Le résultat importe moins que l'humiliation. Il vient de démontrer devant Sophie qu'il peut lire Ethan mieux qu'Ethan ne sait le tromper. Il est un meilleur joueur parce que toute son existence dépend de sa capacité à observer, apprendre et imiter. Ethan l'accuse alors d'être un menteur exceptionnel. Son double ne nie pas. Il retourne simplement l'accusation. Ethan aussi sait mentir et Sophie mérite de connaître la preuve la plus récente. La température de la pièce change immédiatement. Le véritable Ethan comprend ce qui va suivre. Son rival connaît l'usurpation dans la dépendance. Il sait qu'Ethan a prétendu partir faire des courses, qu'il a retiré ses lunettes et qu'il s'est fait passer pour sa copie afin de coucher avec Sophie.
Ethan tente d'empêcher la révélation, mais il est trop tard. L'autre Ethan raconte les faits avec une fausse légèreté, presque comme une anecdote amusante. Il explique qu'Ethan, inquiet de ce qui se passait entre Sophie et lui, a décidé de vérifier par lui-même. Au lieu d'aller au magasin, il s'est glissé dans la dépendance et a joué le rôle de son propre double. Sophie croyait donc rejoindre l'homme qu'elle préférait alors qu'elle couchait avec son mari. L'information frappe Sophie d'une manière que ni Ethan ni son double ne peuvent entièrement mesurer. Elle a été trompée par un homme portant le bon visage. Lors de l'infidélité passée, Ethan avait choisi une autre femme. Cette fois, il s'est servi de leur mariage pour justifier une violation plus étrange. Il peut affirmer qu'il était lui-même, qu'il ne pouvait pas usurper sa propre identité et qu'il n'a couché qu'avec son épouse. Mais Sophie n'avait pas consenti à cette rencontre avec lui. Elle croyait choisir quelqu'un d'autre. Le double formule la cruauté de la situation avec une précision calculée. Ethan avait déjà trahi Sophie en couchant avec une autre personne, puis il l'a trahie à nouveau en couchant avec elle. Ce n'est pas seulement une plaisanterie méchante, c'est une attaque stratégique. Le double sait que l'ancienne infidélité représente la blessure centrale du mariage. En reliant les deux événements, il détruit la dernière défense du véritable Ethan. Celui-ci ne peut plus présenter son geste comme une tentative maladroite de sauver leur relation. Il vient de reproduire le même mécanisme, mensonge, contrôle et refus de considérer le choix de Sophie. Ethan proteste, il rappelle qu'il n'a fait que se comporter comme lui-même. Pourtant, plus il s'explique, plus ses paroles ressemblent aux justifications que Sophie ne supporte plus. L'autre Ethan reste à côté d'elle, calme, disponible, prêt à apparaître comme celui qui ne lui cache rien. Il révèle une vérité non parce qu'il respecte Sophie, mais parce que cette vérité élimine son rival. Sa sincérité est une arme. Sophie demande à partir de la conversation. Elle ne veut plus entendre Ethan tenter d'organiser sa douleur. Le dîner qui devait réunir les 4 personnages vient de transformer le couple réel en 2 individus séparés, exactement comme le domaine en avait besoin. Ethan se retrouve seul. Il appelle alors le thérapeute qui les a envoyés ici. Son message ne demande plus poliment de l'aide. Il est chargé de colère et de sarcasme. Il remercie l'homme pour sa recommandation désastreuse et laisse entendre que la prochaine séance pourrait difficilement les envoyer dans un lieu plus traumatisant. Mais le thérapeute ne répond pas. L'absence de réponse devient suspecte. Cet homme connaissait le domaine. Il affirmait que plusieurs couples y avaient séjourné et en étaient revenus renouvelés. Il avait décrit la retraite avec une assurance trop précise pour ignorer entièrement ce qui pouvait s'y passer. Ethan commence alors à fouiller. Dans la propriété, il découvre du matériel enregistré, des images et des traces d'autres séances. Il entend des voix qui ne sont ni les siennes ni celles de Sophie. Des couples ont été observés ici. Des personnes ont répété des informations personnelles, travaillé leur synchronisation et récité des identités qui n'étaient peut-être pas les leurs. Parmi les enregistrements apparaissent finalement 2 noms familiers, Ethan, Sophie. Des voix les répètent encore et encore, comme si quelqu'un apprenait à habiter ces identités. La propriété n'a pas improvisé leur week-end. Leur arrivée était attendue, étudiée et préparée. Les appels téléphoniques, les vêtements déplacés, les excuses parfaites et les souvenirs presque exacts appartiennent à un processus. Ethan tente alors de quitter le domaine pour chercher de l'aide. Il avance vers la limite de la propriété et quelque chose l'arrête. Aucun mur n'est visible, aucune grille ne bloque son passage. Pourtant, son corps ne peut aller plus loin. L'espace lui-même le repousse, comme si la frontière du domaine venait de se refermer autour de lui. Au début du séjour, les doubles ne pouvaient apparaître qu'à l'intérieur de la dépendance. Maintenant, ils occupent toute la maison. Et tandis qu'eux gagnent la liberté de devenir Ethan et Sophie, le véritable Ethan commence à perdre la liberté de rester lui-même. La barrière invisible ne ressemble à rien. Aucun éclair ne traverse l'air. Aucun signal ne prévient Ethan qu'il vient d'atteindre une limite. Il avance simplement vers l'extérieur du domaine, puis son corps refuse de continuer. Plus il insiste, plus la propriété semble lui opposer une force silencieuse. Ethan n'est plus un visiteur, il devient un prisonnier. Cette découverte donne un nouveau sens à tout ce qu'il vient de voir dans les enregistrements. Les exercices filmés
Les informations personnelles répétées et les personnes apprenant à parler comme quelqu'un d'autre n'étaient pas les archives d'une thérapie extravagante. Il s'agissait des étapes d'un remplacement. Avant Ethan et Sophie, un autre couple est arrivé sur cette propriété. 2 doubles ont étudié leurs souvenirs, leurs relations familiales, leur façon de parler et les blessures qui les éloignaient. Ils ont progressivement opposé les époux, puis se sont préparés à prendre leur identité. Si le processus s'est achevé, les copies sont reparties dans le monde extérieur, tandis que les originaux sont restés enfermés ici. Le thérapeute avait donc prononcé une vérité soigneusement déformée lorsqu'il affirmait que certains couples quittaient le domaine complètement renouvelé. Ils ne rentraient peut-être pas chez eux réparés. Ils rentraient remplacés. Ethan revoit mentalement chaque détail du séjour. Les questions étranges de son double, les appels passés à sa mère et à ses amis, les vêtements récupérés, les excuses parfaitement ajustées aux besoins de Sophie. Rien n'était improvisé. L'autre Ethan assemblait une identité utilisable, comme un acteur qui ne se contente plus de mémoriser son texte, mais étudie la vie entière de son personnage. Plus troublant encore, le système ne repose pas uniquement sur la qualité des copies. Il exige la participation des originaux. Pour qu'un double puisse prendre la place de quelqu'un, il faut d'abord que son conjoint cesse de vouloir la personne réelle. La propriété exploite donc les failles conjugales comme un mécanisme d'ouverture. Elle n'enlève pas brutalement les visiteurs. Elle leur présente une alternative séduisante, laisse les comparaisons produire leur effet, puis attend que le couple se détruise lui-même. Ethan cherche Sophie, mais la confusion entre les espaces devient totale. La maison principale, qui représentait autrefois le territoire des originaux, n'offre plus aucune sécurité. Les doubles y circulent librement. La dépendance, qui contenait d'abord le phénomène, se transforme à son tour en cellule. Ethan y entre et comprend trop tard que la porte ne veut plus s'ouvrir. Il frappe, appelle Sophie et tente de forcer la sortie. Quelques heures auparavant, son double semblait incapable de vivre complètement en dehors de cette petite maison. Maintenant, les positions se sont inversées. L'autre Ethan peut marcher sur la propriété, organiser une randonnée et préparer son départ. Le véritable Ethan est celui que le domaine vient d'enfermer. La progression du piège dépend de la relation entre les 4 personnages. Plus la copie se rapproche de son objectif, plus l'original perd sa liberté. Lorsque Sophie choisit émotionnellement l'autre Ethan, le domaine traite peut-être ce choix comme un transfert d'identité. La copie gagne le droit de devenir réelle aux yeux du monde. L'original devient l'ombre qu'on peut laisser derrière soi. Ethan continue d'appeler à l'aide. Une Sophie finit par entrer. Il ne sait pas immédiatement laquelle. Cette hésitation est devenue la nouvelle forme de leur relation. Chaque fois qu'Ethan voit le visage de sa femme, il doit attendre un geste ou une parole avant de décider s'il peut lui faire confiance. L'amour, autrefois fondé sur la familiarité, exige maintenant une vérification. La femme devant lui révèle rapidement qu'elle est le double. Elle ne vient pas pour le séduire. Son attitude a changé. La chaleur artificielle, les mimosas et les invitations à oublier les problèmes ont disparu. Elle se montre nerveuse, pressée et sincèrement effrayée. Elle explique qu'elle ne dispose que de quelques minutes avant que les autres remarquent son absence. Ethan lui demande enfin ce qu'elle est réellement. Elle refuse encore la distinction entre personne et copie. Pour elle, la réponse est simple. Elle est réelle. Elle éprouve de la peur, de la jalousie et de l'amour. Elle possède peut-être une origine inexplicable, mais ses émotions ne lui paraissent pas moins légitimes que celles d'Ethan. Cette déclaration empêche le film de transformer facilement les doubles en monstres. Ils manipulent les visiteurs, certes, mais ils sont eux-mêmes enfermés dans une structure dont ils cherchent à s'échapper. Ils suivent un processus qui a probablement été utilisé avant eux et qui sera imposé aux prochains prisonniers. Ils ne sont pas seulement les geôliers du couple réel, ils sont les détenus du cycle précédent. L'autre Sophie explique alors comment le remplacement devait fonctionner. Elle et son partenaire étaient censés opposer Ethan et Sophie. Chacun devait devenir la version idéale que l'époux réel désirait rencontrer. À mesure que la fascination augmentait, le mariage d'origine devait s'effondrer. Lorsque les véritables partenaires cesseraient de se choisir, les copies pourraient prendre leur identité, quitter la propriété et abandonner les nouveaux arrivants à leur place. Un couple entre.
un autre couple sort. Les prisonniers deviennent les remplaçants, puis les personnes nouvellement piégées devront peut-être préparer la prochaine substitution. Le domaine entretient ainsi son propre équilibre, sans jamais expliquer qui l'a créé ni depuis combien de temps le cycle existe. Mais le plan d'Ethan et de Sophie a dévié. L'autre Ethan devait séduire la véritable Sophie uniquement pour la détacher de son mari. Il devait jouer un rôle, recueillir les informations nécessaires et repartir avec sa propre partenaire. Or, il est tombé amoureux de Sophie. L'autre Sophie prononce cette révélation avec une douleur que son sourire parfait ne peut plus cacher. Son partenaire ne veut plus simplement prendre la vie du véritable Ethan. Il veut prendre sa femme. Cette évolution explique les tensions apparues pendant le dîner. L'autre Sophie sentait que le projet commun se désagrégeait. Les deux doubles devaient agir ensemble, mais l'autre Ethan a commencé à poursuivre un objectif personnel. Il ne veut plus que Sophie cesse d'aimer son mari pour permettre une substitution technique. Il veut qu'elle l'aime réellement. Pour la copie de Sophie, cette trahison reproduit exactement la blessure qui a conduit les visiteurs sur la propriété. Elle est abandonnée pour une autre femme par un homme qui possède le visage d'Ethan. Le domaine n'a pas supprimé les défauts humains. Il les a simplement redistribués. L'autre Sophie décide alors d'aider Ethan. Sa motivation n'a rien d'héroïque. Elle ne cherche pas à réparer le mal causé aux visiteurs. Elle préfère rester prisonnière plutôt que voir son partenaire partir avec la véritable Sophie. Sa jalousie devient donc l'unique chance d'Ethan. Elle lui révèle la règle centrale. Ce jour-là, seulement 2 personnes pourront quitter la propriété. La phrase détruit l'idée d'une fuite collective. Il n'existe pas de solution dans laquelle les 4 personnages franchissent ensemble la limite, puis règlent leurs problèmes dans le monde extérieur. Le domaine exige une sélection. 2 partiront, 2 resteront. Ethan comprend aussitôt pourquoi son double accélère les préparatifs. La randonnée, les bouteilles d'eau, les vêtements prêtés et les conversations légères ne sont pas une tentative de prolonger le week-end. L'autre Ethan organise le départ, tout en empêchant la véritable Sophie de réfléchir. La copie de Sophie peut libérer Ethan de la dépendance, car le fonctionnement du lieu semble encore répondre au double. Elle possède un accès que lui n'a plus. Pourtant, cette aide ne garantit rien. Sortir de la petite maison ne signifie pas pouvoir franchir la frontière du domaine. Ethan doit d'abord empêcher Sophie de choisir son rival. L'autre Sophie quitte la pièce pour retourner auprès des 2 autres. Elle prétend être partie chercher des fruits pour le petit déjeuner. Ce prétexte presque comique contraste avec l'horreur de ce qu'elle vient de révéler. Pendant que 3 personnes discutent de chaussures, de randonnée et de nourriture, une 4e apprend que 2 d'entre elles seront condamnées à disparaître du monde. Ethan parvient finalement à sortir. Lorsqu'il rejoint la maison principale, il découvre une scène d'une normalité insupportable. L'autre Ethan prépare l'excursion. Il conseille de prendre davantage d'eau, parle de la durée du trajet et maintient l'atmosphère d'un week-end agréable. La véritable Sophie se demande si elle ne devrait pas vérifier l'état de son mari, mais son double la décourage. Ethan aurait besoin de se calmer seul, explique-t-il. Mieux vaudrait lui laisser de l'espace. Chaque phrase possède désormais un second sens. Donner de l'espace à Ethan signifie le garder enfermé assez longtemps pour que la substitution devienne définitive. Partir marcher signifie se rapprocher de la sortie. Prêter des vêtements signifie permettre à la véritable Sophie et à sa copie de devenir visuellement indiscernable. Cette dernière manœuvre est particulièrement dangereuse. La copie de Sophie lui propose un haut semblable au sien et une paire de chaussures à sa taille. Une fois habillées de façon identique, les 2 femmes ne pourront plus être distinguées grâce aux indices sur lesquels Ethan s'appuyait jusqu'ici. Ce brouillage n'est pas accidentel. Au moment décisif, Ethan devra choisir rapidement. Le domaine prépare une épreuve où la connaissance de sa femme comptera davantage que son apparence. Ethan profite d'un bref instant seul avec Sophie pour lui expliquer que tout le séjour est un piège organisé. Il rappelle les appels passés à ses proches, les vêtements déplacés et les enregistrements découverts. Il essaye de lui faire comprendre que l'homme qu'elle aime collecte les éléments nécessaires pour devenir son mari. Mais Sophie a entendu trop de mensonges venant d'Ethan. Sa réaction n'est donc pas celle qu'il espérait. Elle voit encore un homme jaloux
cherchant à détruire la seule relation qui lui a offert ce qu'elle réclamait. Même confrontée à des faits inquiétants, elle ne sait plus si Ethan parle pour la sauver ou pour conserver sa place. Cette méfiance constitue la véritable victoire du domaine. Une prison physique peut retenir un corps. Le piège a réussi quelque chose de plus efficace. Il a rendu la vérité inutilisable. Ethan ne peut plus se contenter d'accuser son double. Pour reconquérir Sophie, il devra enfin parler de lui-même sans stratégie, sans justification et sans promesse de perfection. Il devra lui dire pourquoi il veut rester avec elle, alors même que leur mariage est compliqué, endommagé et loin de la version idéale offerte par la dépendance. Mais au même moment, l'autre Ethan obtient un entretien privé avec la mauvaise Sophie. Face à la copie qu'il prend pour la véritable, il annonce qu'il a pris sa décision. Il ne veut pas quitter le domaine avec son ancienne partenaire. Il veut partir avec Sophie. Et la femme qui l'écoute, comprenant enfin qu'elle vient d'être abandonnée, lui répond exactement ce qu'il espérait entendre. Elle veut partir avec lui, elle aussi. L'autre Ethan croit avoir enfin obtenu ce qu'il voulait. Quelques minutes seul avec Sophie. Devant lui se tient une femme portant les mêmes vêtements, la même coiffure et le même visage que celle qu'il projette d'emmener hors du domaine. Le piège visuel préparé pour tromper le véritable Ethan se retourne contre lui. Certain de parler à la bonne personne, le double abandonne toute prudence. Il annonce qu'il ne veut pas partir avec l'autre Sophie. Il a réfléchi et son choix est fait. Il veut quitter la propriété avec la véritable épouse d'Ethan. La femme devant lui répond qu'elle veut la même chose. Pendant une seconde, il croit que son plan vient de réussir. Il lui déclare son amour. Puis quelque chose dans son expression le force à regarder plus attentivement. Ce n'est pas Sophie, c'est sa propre partenaire. L'erreur ne dépend pas d'un pouvoir fantastique. Elle vient de l'arrogance du double. Il a passé le week-end à étudier la véritable Sophie, à observer ses gestes et à apprendre les mots capables de la séduire. Pourtant, au moment le plus important, il ne reconnaît même pas la femme avec laquelle il était censé partager son évasion. Il tombe dans le piège qu'il préparait pour Ethan. Cette confusion détruit l'image du partenaire idéal. L'autre Ethan semblait plus attentif, plus sensible et plus capable de comprendre Sophie. Mais sa prétendue supériorité reposait sur une performance. Il excellait tant qu'il pouvait contrôler la scène, exploiter les informations recueillies et offrir les réactions attendues. Placé face à deux personnes parfaitement semblables, il choisit selon son désir, pas selon une connaissance profonde. Il voit la femme qu'il veut voir. L'autre Sophie reçoit alors la confirmation qu'elle redoutait. Son partenaire ne joue plus seulement un rôle. Il ne prévoit plus de terminer leur mission avec elle. Il veut l'abandonner dans le domaine et prendre sa place dans la vie d'une autre femme. Sa jalousie n'est plus une menace abstraite. Elle vient d'entendre son propre compagnon annoncer qu'il préférerait partir avec sa copie. Pour elle, la cruauté est presque parfaite. Elle a été chargée de devenir la Sophie idéale pour Ethan, tandis que son partenaire devenait l'Ethan idéal pour Sophie. Ils devaient utiliser le désir des visiteurs, briser leur couple et s'échapper ensemble. Mais à force de jouer au mari parfait, l'autre Ethan s'est attaché à la femme qui le regardait comme telle. Le rôle a dévoré le projet. Son erreur donne cependant au véritable Ethan une dernière occasion. Tandis que les doubles se confrontent à leur propre rupture, ils retrouvent la vraie Sophie et l'entraînent dans une pièce où ils peuvent parler quelques instants sans être interrompus. Il n'a plus le temps de construire un raisonnement impeccable. Il ne peut pas lui présenter chaque preuve dans l'ordre, ni démontrer l'existence du cycle avec la rigueur d'un enquêteur. Le domaine approche de son dénouement. S'ils ne prennent pas une décision immédiatement, les doubles la prendront pour eux. Ethan commence par reconnaître ses limites. Il admet que l'autre homme possède toutes les qualités qui lui manquent au pire moment. Son double est plus élégant dans ses paroles, plus calme dans les conflits et plus rapide lorsqu'il faut comprendre les émotions de Sophie. Il sait formuler de belles comparaisons, offrir des excuses complètes et donner l'impression qu'aucune conversation ne lui demande d'effort. Le véritable Ethan ne cherche plus à nier cette différence. Au début du week-end, il voulait prouver que le double était faux. Maintenant, il comprend que ce mot ne suffit pas. Les émotions vécues par Sophie auprès de lui étaient réelles. Le soulagement qu'elle a ressenti était réel. Les paroles qu'elle attendait ont réellement été prononcées.
Ethan ne peut pas effacer ses expériences simplement en contestant l'origine de celui qui les a provoquées. Il doit offrir autre chose que la perfection. Il assume donc qu'il est difficile, obstiné et souvent défensif. Il reconnaît ne pas avoir été l'homme dont Sophie avait besoin après son infidélité. Même lorsqu'elle tentait de reconstruire leur relation, il s'est protégé au lieu de comprendre ce que son comportement lui avait coûté. Pour la première fois, Ethan ne transforme pas ses aveux en arguments destinés à gagner. Il ne prétend pas qu'ils seront soudainement guéris s'ils franchissent la frontière ensemble. Il ne lui promet pas de devenir aussi précis, aussi tendre et aussi constamment disponible que son double. Une telle promesse ne serait qu'une nouvelle imitation. Il lui dit qu'il ne veut pas être parfait. Il veut qu'ils redeviennent eux-mêmes. Cette idée paraît simple, mais elle représente une véritable transformation. Jusqu'ici, Ethan et Sophie tentaient de retrouver une ancienne version de leur mariage. Ils voulaient recréer la piscine de leur début, ressusciter leur complicité et effacer tout ce qui s'était produit depuis. La dépendance a poussé cette logique jusqu'à son extrême en leur donnant des partenaires débarrassés du poids du passé. Ethan comprend enfin que sauver leur couple ne consiste pas à revenir en arrière. La Sophie qu'il a épousée n'est plus exactement celle de leurs premières années. Elle porte la blessure de son infidélité, la fatigue de leur thérapie et la colère née de ses mensonges. Lui aussi a changé. Leur relation contient maintenant des erreurs qu'aucune escapade romantique ne supprimera. Choisir la vraie Sophie signifie choisir cette histoire entière. Ses qualités, ses reproches, ses hésitations et la mémoire de ce qu'il lui a fait. Le double d'Ethan lui proposait l'inverse. Il voulait récupérer la vie d'Ethan sans porter sa culpabilité. Il désirait les souvenirs heureux, la maison, les proches et la femme, mais pas le travail nécessaire pour réparer les conséquences des fautes commises par l'homme qu'il imitait. C'est pour cette raison qu'il pouvait paraître si parfait. Il arrivait au dernier chapitre après avoir laissé quelqu'un d'autre vivre les pages difficiles. Ethan, au contraire, demande à Sophie une chance de continuer leur histoire depuis l'endroit exact où ils l'ont abîmée. De l'autre côté de la porte, son double appelle Sophie. Il affirme que le véritable Ethan ment et tente encore de la manipuler. Sa voix reste maîtrisée, mais l'urgence révèle que son emprise commence à disparaître. Sophie se retrouve entre deux versions du même homme. L'une lui a offert les excuses dont elle rêvait. L'autre vient enfin d'admettre qu'aucune excuse ne peut transformer leur mariage en relation parfaite. Le choix ne se résume donc plus au réel contre la copie. Sophie doit décider entre deux conceptions de l'amour. Un homme lui propose une relation agréable parce qu'elle a été construite précisément pour répondre à ses frustrations. L'autre lui propose une relation imparfaite dont aucun résultat n'est garanti. L'autre, Ethan, entre finalement dans la pièce. Il demande à Sophie de partir avec lui. Sa déclaration n'a plus la douceur tranquille des premières rencontres. Il parle comme quelqu'un qui voit son futur lui échapper. Il tente de reprendre son rôle, mais le véritable Ethan vient d'en révéler la faiblesse fondamentale. Le double ne l'aime peut-être pas pour tout ce qu'elle est. Il l'aime parce qu'elle lui permet de devenir l'homme qu'il voulait jouer. L'attention accumulée pendant le week-end ne peut plus rester verbale. Le véritable Ethan se place entre son double et Sophie. Il refuse de le laisser l'emmener. L'autre Ethan tente de le repousser. Les deux hommes commencent à se battre avec une maladresse presque absurde. Il ne s'agit pas du combat spectaculaire de deux ennemis surhumains. Ce sont deux versions du même homme qui se frappent sans véritable technique, animés par des peurs différentes. L'un se bat pour conserver sa vie. L'autre se bat pour en obtenir une. Sophie tente de les arrêter. L'autre Sophie intervient également, furieuse contre l'homme qui voulait l'abandonner. Pendant quelques instants, les alliances deviennent illisibles. Chaque Ethan poursuit une Sophie, chaque Sophie doit décider quel Ethan empêcher de partir, et personne ne peut plus maintenir la façade d'un couple stable. L'autre Ethan comprend que la discussion est terminée. Il se dégage et se met à courir vers la sortie du domaine. Le véritable Ethan le poursuit. Quelque part devant eux, les deux Sophies se rapprochent à leur tour de la frontière. Habillées presque exactement de la même manière, elles deviennent impossibles à distinguer à distance. La propriété avait promis qu'uniquement 2 personnes pourraient partir. Elle n'a jamais promis qu'elle saurait avec qui. L'autre Ethan court comme si la vitesse pouvait lui donner une identité.
Il ne tente plus de convaincre Sophie, de paraître supérieure ou de maintenir l'élégance de son personnage. Son plan s'effondre, sa partenaire connaît sa trahison et le véritable Ethan refuse de disparaître docilement. Il ne lui reste qu'une possibilité, atteindre la limite du domaine avant que les alliances ne changent encore. Ethan le poursuit. Les deux hommes possèdent le même corps, mais ils ne courent pas vers la même vie. L'un cherche à protéger ce qui lui appartient déjà. L'autre veut franchir la frontière pour transformer une imitation en existence complète. S'il sort, il pourra répondre aux appels d'Ethan, reconnaître ses proches, grâce aux informations recueillies et retourner auprès de Sophie sous l'apparence d'un mari renouvelé. Tout ce qui lui manque se trouve de l'autre côté de la propriété. Il approche de la route. Pendant un instant, sa fuite semble réussir. Le véritable Ethan reste quelques mètres derrière lui. La barrière qui l'avait empêché de quitter le domaine pourrait reconnaître la copie comme la personne autorisée à partir. Puis l'autre Ethan heurte la limite invisible. Son corps est brutalement arrêté. Il tombe au sol, inconscient, comme si la propriété venait de rejeter sa candidature au dernier moment. La règle n'était donc pas aussi simple qu'il le croyait. Désirer une nouvelle vie ne suffit pas. Séduire la véritable Sophie ne suffit pas. Il fallait peut-être qu'elle le choisisse totalement, qu'elle cesse d'aimer son mari ou qu'un équilibre précis soit atteint entre les 4 personnes. Quelque chose dans le processus reste incomplet. L'autre Ethan demeure allongé près de la frontière. Le danger immédiat semble terminé, mais le choix essentiel commence seulement. Les deux Sophies arrivent presque ensemble. Elles portent des vêtements semblables. Leur coiffure et leur apparence ne fournissent plus aucun repère fiable. À distance, Ethan ne peut pas utiliser les indices matériels qui l'avaient guidé pendant le week-end. Il doit observer leur réaction. L'une des femmes se précipite vers l'autre Ethan. Elle s'inquiète de son état, s'agenouille près de lui et tente de comprendre ce qui vient de se produire. L'autre reste tournée vers le véritable Ethan. Elle le regarde avec une expression presque soulagée, puis elle sourit. Pour Ethan, la différence paraît évidente. Celle qui s'inquiète pour son rival doit être la copie de Sophie, liée émotionnellement à son propre partenaire. Celle qui le regarde, lui, doit être sa femme. Il se dirige donc vers la Sophie qui semble l'avoir choisie. Le raisonnement paraît logique. Il est peut-être exactement celui que la mauvaise Sophie espérait provoquer. Durant tout le week-end, la copie a appris ce qui attire Ethan. Elle sait qu'il veut être désiré sans être interrogé, accueilli sans avoir à traverser immédiatement la douleur de son infidélité. Elle sait également que sa plus grande peur est de voir Sophie choisir l'autre homme. Au moment décisif, il ne sélectionne donc pas la femme qu'il reconnaît grâce à leur histoire. Il sélectionne celle qui lui offre la réaction la plus rassurante, celle qui le regarde, celle qui sourit, celle qui semble heureuse qu'il soit encore là. La véritable Sophie pourrait avoir une réaction beaucoup plus compliquée face au corps de l'autre Ethan. Elle avait développé des sentiments pour lui. Elle croyait peut-être encore à la possibilité d'une vie différente. Le voir s'effondrer peut donc provoquer une inquiétude sincère, même si elle vient d'accepter de redonner une chance à son mari. S'inquiéter pour le double ne prouverait pas qu'elle est sa partenaire d'origine. Cela prouverait seulement qu'elle n'a pas effacé ses émotions au moment où Ethan a prononcé son discours. La copie de Sophie, au contraire, possède une excellente raison de détourner son regard de l'homme qui vient de l'abandonner. Elle a entendu son partenaire lui déclarer qu'il voulait partir avec une autre femme. Elle pourrait donc se tourner vers le véritable Ethan par dépit, par stratégie ou parce qu'elle sait qu'il représente désormais sa seule chance de sortir. Le sourire qui rassure Ethan peut être un choix amoureux. Il peut également être la dernière étape du remplacement. Mais le temps manque. Ethan ne peut pas réunir les deux femmes, les interroger et comparer leurs souvenirs. La propriété ne lui offrira aucune méthode certaine. Il prend la main de celle qu'il croit reconnaître et l'entraîne vers la sortie. Cette fois, la barrière les laisse passer. 2 personnes quittent le domaine. La règle annoncée par la copie de Sophie vient d'être respectée. Derrière eux reste l'autre Ethan, toujours au sol, et la seconde Sophie. La propriété conserve donc un homme et une femme capables de devenir le prochain couple de double. Le cycle peut continuer même si sa nouvelle configuration est profondément cruelle. La Sophie abandonnée pourrait être la véritable épouse d'Ethan, enfermée avec l'homme qui avait tenté de remplacer son mari.
Ou bien Ethan a réellement sauvé sa femme, laissant les deux copies subir les conséquences de leur plan. Le domaine ne donne aucune confirmation. Ethan et la femme qui l'accompagne montent en voiture. Le passage de la frontière produit un soulagement physique immédiat. Ils peuvent enfin rouler sans être repoussés, sans rencontrer leur propre visage dans une autre pièce. Les arbres s'éloignent, la route réapparaît et le monde retrouve une stabilité apparente. Mais ils ne rentrent pas directement chez eux. Ethan veut confronter le thérapeute. Cet homme les a envoyés au domaine avec la certitude que l'endroit pourrait transformer leur mariage. Il connaissait les couples précédents. Les enregistrements découverts par Ethan suggèrent un processus répété, organisé, bien plus ancien que leur séjour. Le thérapeute pourrait être un complice, un gardien du cycle ou lui-même une ancienne copie ayant réussi à quitter la propriété. Ethan laisse un message furieux. Il annonce qu'il sait que le thérapeute évite ses appels et qu'il vient lui demander des comptes. Mais lorsqu'ils atteignent son cabinet, ils ne trouvent aucune réponse capable de résoudre le mystère. Le lieu est vide. Le thérapeute a disparu ou s'est retiré avant leur arrivée, comme s'il savait déjà comment le week-end se terminerait. Son absence empêche toute explication rationnelle. Ethan ne saura pas qui a construit le domaine, pourquoi les couples y sont envoyés, ni ce qui arrive réellement aux personnes laissées derrière. Ce silence correspond parfaitement à la méthode du film. L'origine du phénomène importe moins que son efficacité. Une explication scientifique permettrait de ranger les doubles dans une catégorie extérieure au couple. En maintenant le mécanisme opaque, The One I Love nous force à rester auprès de la question la plus inconfortable. Pourquoi ces copies étaient-elles aussi séduisantes ? Ethan et Sophie rentrent chez eux. Le lendemain matin, quelque chose semble enfin avoir changé. Ils sont allongés ensemble, détendus, capables de plaisanter à propos d'une nuit ordinaire. Sophie s'est emparée d'une grande partie des couvertures, laissant Ethan exposé au froid. Il dramatise l'incident, imite sa position dans le lit et réclame une compensation. Elle rit. La scène rappelle leur complicité du début, mais sans tentative artificielle de recréer un souvenir ancien. Aucun thérapeute ne leur a demandé de rejouer une nuit à la piscine. Aucun protocole ne limite leur conversation à 15 minutes. Ils partagent simplement une plaisanterie conjugale, faite d'irritation légère et de tendresse. Ethan paraît avoir gagné ce qu'il réclamait au domaine. Une relation imparfaite, mais vivante. Sophie lui propose de se faire pardonner en préparant le petit déjeuner. Ethan accepte avec prudence, comme s'il craignait qu'un mouvement brusque fasse disparaître ce moment de bonheur. Il lui demande ce qu'elle compte cuisiner. Elle répond naturellement. Des œufs et du bacon. Ethan ne bouge plus. Le mot vient de rouvrir la porte de la dépendance. Au début du séjour, la fausse Sophie lui avait préparé du bacon. C'est précisément ce détail qui lui avait fait comprendre qu'il ne parlait pas à sa femme. La véritable Sophie détestait qu'il en fasse cuire. Sa copie, au contraire, n'y voyait aucun problème. Maintenant, la femme revenue avec lui propose exactement le même repas. Elle quitte la chambre et se dirige vers la cuisine, sans comprendre ou sans montrer qu'elle vient de révéler quelque chose. Ethan reste assis quelques secondes. Son visage ne porte pas une certitude nette, mais une pensée qu'il n'ose pas terminer. Il pourrait l'arrêter. Il pourrait lui poser une question intime, vérifier un souvenir ou lui demander pourquoi elle veut soudain préparer un aliment qu'elle détestait. Pourtant, que ferait-il si sa peur était confirmée ? Le domaine est loin. La véritable Sophie serait prisonnière, et la femme dans sa cuisine lui offre précisément la relation facile qu'il prétendait avoir refusée. Ethan finit par la rejoindre. La dernière ironie de The One I Love tient dans ce mouvement. Il a passé le week-end à exiger de savoir ce qui était réel. Au moment où la vérité menace enfin son nouveau bonheur, il choisit peut-être de ne plus poser la question. Alors, Ethan est-il vraiment rentré avec la mauvaise Sophie ? Le film ne prononce jamais la réponse. Il ne montre pas la femme du petit déjeuner retirer un masque, contacter le thérapeute ou célébrer sa victoire. Aucun dialogue final ne vient transformer le doute en certitude. Pourtant, le bacon n'est pas un détail posé au hasard. Il constitue le premier véritable indice grâce auquel Ethan avait distingué sa femme de sa copie. Lorsque l'autre Sophie lui prépare des œufs et du bacon dans la dépendance, Ethan remarque immédiatement l'incohérence. La Sophie qu'il connaît ne supporte pas cette habitude.
La copie corrige alors son comportement, comme si elle venait d'ajouter une nouvelle information à son personnage. Quand la femme rentrée avec Ethan propose le même petit déjeuner, le film ferme une boucle très précise. La conclusion la plus probable est donc claire. Ethan a quitté la propriété avec la copie. Mais cette réponse ne résout pas entièrement la fin. Elle ouvre une question plus importante. Ethan s'est-il simplement trompé dans la confusion ou a-t-il choisi exactement la femme qu'il désirait, même sans se l'avouer? À la frontière, les deux Sophie étaient presque impossibles à différencier physiquement. Ethan n'a pas reconnu sa femme grâce à un souvenir, une expression secrète ou une habitude connue d'eux seuls. Il s'est orienté vers celle qui le regardait avec tendresse. Son choix répond à son besoin le plus immédiat. Durant tout le séjour, Ethan redoute que Sophie préfère son double. Il surveille leur rencontre, enregistre leur conversation et usurpe l'identité de son rival parce qu'il ne supporte pas d'être rejeté. Au moment final, une Sophie se préoccupe de l'autre Ethan tandis que la seconde se tourne vers lui. Il choisit donc celle qui calme sa peur. Cette réaction est humaine. Elle est également la raison pour laquelle le piège fonctionne. Pour reconnaître réellement Sophie, Ethan aurait dû accepter que sa femme puisse éprouver des émotions contradictoires. Elle pouvait décider de sauver leur mariage tout en étant bouleversée par l'effondrement de l'autre Ethan. Elle pouvait aimer son mari et ressentir quelque chose pour son double. La douleur, la gratitude, la colère et l'attachement ne disparaissent pas simplement parce qu'une décision a été prise. La copie, elle, peut offrir une émotion beaucoup plus lisible. Elle regarde Ethan. Elle sourit. Elle paraît le choisir sans hésitation. Ethan préfère ce signe simple à la complexité de la femme réelle. Il vient pourtant de prononcer un discours dans lequel il affirmait vouloir leur relation imparfaite. Face au premier test concret, il se dirige vers la version qui lui épargne l'incertitude. Le domaine gagne donc moins grâce à sa magie que grâce à la manière dont Ethan interprète l'amour. Il confond encore le fait d'être choisi avec le fait d'être compris. Cette lecture donne également un sens à la réaction de la Sophie restée auprès de l'autre Ethan. Si elle est la véritable Sophie, son inquiétude ne signifie pas nécessairement qu'elle avait décidé de partir avec lui. Elle vient de le voir heurter une force invisible et perdre connaissance. Ignorer son état aurait demandé une froideur qui ne correspond pas à la personne que le film nous a montrée. Elle avait partagé avec lui des conversations intimes. Elle avait entendu les excuses dont elle avait besoin. Elle s'était projetée, même brièvement, dans une autre relation. Ce lien pouvait être fondé sur une manipulation, mais l'émotion produite n'était pas fictive. La copie de Sophie, en revanche, venait d'apprendre que son propre partenaire voulait l'abandonner. Elle avait donc toutes les raisons de ne pas courir vers lui. Son sourire adressé au véritable Ethan pouvait venir d'une attraction réelle, d'une envie de vengeance ou d'un calcul destiné à franchir la frontière. Toutes ces motivations conduisent au même comportement extérieur. C'est pourquoi le choix d'Ethan reste impossible à sécuriser. Le domaine ne lui demande pas de distinguer deux corps. Il lui demande de comprendre deux psychologies dans un moment de panique, alors qu'il a passé tout le film à éviter les contradictions de sa propre femme. Le petit déjeuner confirme probablement son erreur, mais une seconde interprétation demeure possible. La véritable Sophie pourrait simplement avoir changé. Après l'expérience du domaine, elle pourrait décider d'accepter le bacon comme un geste de réconciliation ou comme une habitude insignifiante qu'elle ne souhaite plus transformer en conflit. Cette lecture protège l'idée qu'Ethan a sauvé sa femme. Elle rappelle aussi qu'une personne n'est pas condamnée à répéter éternellement ses préférences. Sophie peut détester le bacon un jour et en cuisiner le lendemain. Utiliser un détail aussi banal comme preuve absolue reviendrait à réduire son identité à une habitude. Mais le film a soigneusement placé ce même détail au commencement et à la fin. La répétition est trop précise pour être ignorée. Même si elle ne constitue pas une preuve scientifique, elle fonctionne comme une alarme narrative. Ethan l'entend. Son silence le montre. Ce qui compte ensuite, c'est qu'il ne cherche pas immédiatement à vérifier. Il ne demande pas pourquoi Sophie propose soudain ce repas. Il ne la confronte pas. Il ne retourne pas au domaine. Après quelques secondes de doute, il la rejoint. Ce comportement peut être interprété comme un état de choc. Ethan n'a peut-être pas encore décidé ce qu'il fera. Le générique arrive avant sa réaction complète.
Mais il est également possible qu'ils comprennent déjà. Dans ce cas, la dernière scène devient beaucoup plus sombre. Ethan sait qu'il a probablement abandonné sa femme réelle, mais la vie avec sa copie paraît agréable. Elle rit avec lui, accepte ses défauts légers et propose un petit déjeuner qu'il aime. Il a enfin obtenu la version de Sophie qui ne transforme pas ses préférences en dispute. Reconnaître la substitution l'obligerait à renoncer immédiatement à ce confort et à retourner vers une propriété dont il ignore les règles. Il devrait risquer sa liberté pour retrouver une femme qui s'était attachée à son rival et qui ne lui faisait plus confiance. Ne rien demander est plus facile. Le domaine n'aurait alors pas seulement remplacé Sophie. Il aurait convaincu Ethan d'accepter le remplacement. Cette possibilité transforme la dernière scène en jugement silencieux. Durant tout le film, Ethan insiste sur l'importance de la vérité. Il veut comprendre la dépendance, enregistrer les doubles et démasquer leurs intentions. Sophie, elle, accepte plus facilement le mystère parce qu'il lui procure une satisfaction émotionnelle. À la fin, leur position s'inverse. La femme rentrée avec lui est heureuse. Leur relation semble apaisée. Ethan devient donc celui qui préfère une illusion confortable à une vérité douloureuse. Il rejoint exactement l'attitude qu'il reprochait à Sophie. La question n'est plus « cette femme est-elle réelle ?» La question devient « la réponse changerait-elle son choix ?» The One I Love avait annoncé son thème dès le début. Lorsqu'une relation commence, chacun présente souvent une version améliorée de lui-même. On se montre plus disponible, plus curieux, plus généreux. On dissimule les habitudes susceptibles de déplaire. Puis le temps révèle la personne complète, avec ses limites, ses défenses et ses contradictions. Les doubles incarnent cette première version séduisante. L'autre Ethan écoute parfaitement, formule les bonnes excuses et paraît toujours émotionnellement prêt. L'autre Sophie se montre chaleureuse, joueuse et peu exigeante. Ils correspondent à ce qu'Ethan et Sophie avaient probablement été au commencement de leur histoire. Des individus adaptant leur comportement pour être aimés. Mais cette perfection ne peut pas durer. L'autre Ethan devient jaloux, manipulateur et infidèle à son propre projet. L'autre Sophie espionne, ment et agit par vengeance. Dès qu'ils obtiennent une vie émotionnelle indépendante, ils développent les mêmes défauts que les originaux. La propriété ne fabrique donc pas de meilleurs êtres humains. Elle fabrique une excellente première impression. Le double d'Ethan paraît supérieur parce que Sophie ne l'a pas encore vu vivre une relation longue, affronter la routine ou porter les conséquences de ses erreurs. La copie de Sophie semble plus agréable parce que Ethan ne partage avec elle ni passé douloureux ni obligation réelle. Leur perfection est protégée par la brièveté des rencontres. Le film nous rappelle ainsi qu'un partenaire idéal est facile à imaginer lorsqu'on ne lui demande pas de traverser le temps. Le véritable amour apparaît moins séduisant. Il contient des répétitions, des désaccords, des souvenirs que personne ne peut effacer. Il exige aussi de reconnaître que l'autre ne restera jamais exactement la personne rencontrée au premier jour. Ethan affirme finalement accepter cette imperfection. Pourtant, le Bacon suggère qu'il ramène chez lui la femme qui lui permet encore d'y échapper. Voilà pourquoi la fin reste aussi efficace. Une conclusion traditionnelle aurait montré le couple réparé ou définitivement séparé. The One I Love choisit une victoire empoisonnée. Ethan sort du domaine, retrouve sa maison et semble sauver son mariage. Mais peut-on sauver un mariage en abandonnant la personne avec laquelle on l'a construit ? Et si la femme dans la cuisine est effectivement la copie, qui est désormais le véritable prisonnier ? La Sophie enfermée derrière la barrière ? Bien sûr. Mais peut-être aussi Ethan, condamné à vivre avec une relation idéale dont chaque moment heureux lui rappellera qu'il n'a jamais osé vérifier qui il avait choisi. The One I Love produit cette sensation de vertige avec des moyens étonnamment modestes. Une propriété, 3 interprètes principaux, quelques effets visuels discrets et une idée capable de contaminer chaque conversation. Le film dure à peine plus d'1 heure et demie, mais son mystère continue de travailler bien après la dernière image parce qu'il refuse de gaspiller son concept dans une longue explication technique. Il s'agit du premier long-métrage de Charlie McDowell, réalisé à partir d'un scénario de Justin Lader et d'une idée initiale proposée par Mark Duplass. Ce point de départ aurait facilement pu donner un simple épisode fantastique fondé sur une révélation spectaculaire.
L'équipe choisit au contraire de traiter le phénomène comme un accélérateur émotionnel. La maison ne vient pas interrompre le mariage d'Ethan et Sophie. Elle lui retire ses protections. Le travail de Mark Duplass et d'Elizabeth Moss devient alors essentiel. Ils doivent jouer 4 personnages sans rendre leurs différences artificielles. Une interprétation trop démonstrative aurait immédiatement transformé les doubles en caricatures. Les acteurs choisissent plutôt des variations légères. Le véritable Ethan semble souvent tendu, hésitant et déjà prêt à se défendre. Sa copie occupe l'espace avec davantage de tranquillité. Elle regarde Sophie comme si aucune autre pensée ne rivalisait avec elle. Pourtant, lorsque son projet menace d'échouer, cette assurance disparaît. Le partenaire idéal laisse apparaître un homme possessif, paniqué et capable d'abandonner celle qui l'accompagnait. Elizabeth Moss construit une différence encore plus délicate entre les deux Sophie. La véritable porte dans son corps toute l'histoire du couple, la fatigue, la prudence et le désir d'être comprise sans devoir expliquer encore sa douleur. La copie paraît plus légère auprès d'Ethan, mais cette légèreté ne constitue pas une personnalité complète. Dès qu'elle comprend qu'elle risque d'être abandonnée, son sourire devient une défense et sa jalousie prend possession de la scène. Les dialogues largement improvisés donnent à leurs échanges une respiration particulière. Ethan et Sophie se coupent, se corrigent et construisent leur justification pendant qu'ils parlent. Ils ne récitent pas des déclarations parfaitement ordonnées sur leur mariage. Ils ressemblent à 2 personnes qui connaissent leurs disputes par cœur, mais découvrent encore les arguments qu'elles vont utiliser. Cette spontanéité exigeait pourtant une structure rigoureuse. Derrière les conversations naturelles, le film devait connaître les limites du phénomène, qui peut entrer dans la dépendance, quand les doubles peuvent en sortir, ce qu'ils savent et ce qu'ils doivent apprendre. Toutes les règles ne sont pas expliquées au public, mais leur présence empêche l'histoire de devenir entièrement arbitraire. La mise en scène participe également à la tromperie. La propriété n'est jamais filmée comme une maison hantée traditionnelle. Elle est belle, lumineuse, confortable. La piscine, les arbres et la dépendance offrent le décor parfait pour une retraite romantique. Le danger ne se cache pas dans l'obscurité. Il se cache dans une version légèrement améliorée du bonheur. Cette beauté permet au film de changer constamment de genre. Certaines scènes ressemblent à une comédie conjugale, notamment lorsque les personnages essaient d'organiser les visites comme un planning thérapeutique. D'autres appartiennent au thriller psychologique. Téléphone surveillé, identité usurpée, vêtements échangés. Et lorsque les 4 personnages s'installent autour d'une même table, l'histoire frôle l'horreur sans avoir besoin de violence graphique. La menace vient du regard. Chaque personnage observe une autre version de lui-même recevoir l'affection qu'il estime méritée. Ethan voit son visage devenir un meilleur mari. Sophie rencontre une copie capable de prononcer les excuses parfaites. Les doubles découvrent de leur côté que les rôles qu'ils jouent peuvent provoquer des sentiments qui menacent leur propre relation. La propriété agit ainsi comme une machine à comparaison. Or, une relation soumise constamment à la comparaison finit presque toujours par paraître insuffisante. Il existe toujours une parole plus douce, une réaction plus élégante ou une version imaginaire du partenaire qui ne commet jamais l'erreur présente. La force du film est de montrer que cette perfection ne survit pas au temps. Dès que les doubles doivent prendre des décisions réelles, ils deviennent jaloux, secrets et contradictoires. Ils ne sont pas supérieurs aux originaux. Ils bénéficient simplement de l'avantage de la nouveauté. Présenté dans les festivals de Sundance et de Tribeca avant sa sortie en 2014, The One I Love a notamment attiré l'attention grâce à ce mélange inhabituel de romance, de comédie et de science-fiction intime. Une partie de la critique a salué son originalité et les performances de Duplass et Moss. D'autres ont estimé que le film aurait pu explorer davantage l'origine de la propriété ou les implications de son système. Cette frustration est compréhensible. Nous voulons savoir qui a créé le domaine, comment le thérapeute choisit les couples et ce qui arrive aux personnes abandonnées. Mais apporter toutes ces réponses aurait probablement déplacé le centre du récit. Une histoire complète sur l'organisation derrière les doubles serait fascinante. Ce ne serait plus exactement l'histoire d'Ethan et Sophie. Le film préfère donc laisser son dispositif inachevé pour que sa question reste ouverte.
Aimons-nous réellement une personne ou aimons-nous la manière dont cette personne nous fait nous sentir? Ethan affirme vouloir la vraie Sophie avec ses défauts et leur histoire difficile. Pourtant, à la frontière, il choisit la femme qui le regarde de la façon la plus rassurante. Puis, lorsque le Bacon suggère qu'il s'est peut-être trompé, il ne se précipite pas pour obtenir une réponse. Ce dernier silence est plus important que l'identité objective de la femme. Même si elle est la véritable Sophie, Ethan ne peut plus la regarder sans douter. Même si elle est la copie, il peut décider de préserver leur nouveau bonheur. Dans les deux cas, la propriété a laissé quelque chose derrière elle. L'idée qu'une version plus satisfaisante de l'être aimé pourrait exister. Voilà le véritable piège de The One I Love. La maison peut être quittée. La comparaison, elle, accompagne le couple jusqu'à la cuisine. Ethan rejoint finalement la femme qui prépare son petit déjeuner. Peut-être vient-il de sauver son mariage. Peut-être accepte-t-il de vivre avec une usurpatrice. Peut-être ne souhaite-t-il simplement plus connaître la différence. Le bacon commence bientôt à cuire. Et dans cette maison redevenue ordinaire, l'homme, qui voulait absolument découvrir la vérité, semble comprendre que certaines illusions ne nous emprisonnent pas par la force. Elles nous retiennent parce qu'elles savent exactement ce que nous aimons.